Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le communiqué est tombé à 19h28 hier soir. Le Real Madrid et Kylian Mbappé, c'est fait. L'international français s'est engagé pour 5 ans. La fin d'un faux suspense et d'un long feuilleton, Cyril de la Morinerie. Kylian Mbappé rejoint les Madrilènes au prix d'un petit effort sur son salaire, largement compensé par une prime à la signature record. Oui, Kylian Mbappé devrait toucher un salaire moins important qu'au PSG. Environ 35 millions d'euros bruts par saison contre 70 à Paris. Une baisse compensée par une énorme prime à la signature. Selon la presse espagnole, c'est un chèque de 100 millions d'euros qui devrait être versé à l'attaquant français. La nouvelle recrue du Real Madrid a déjà trouvé sa maison dans la capitale espagnole. Au Real, l'attaquant de 25 ans ne sera pas l'unique star. C'est pourquoi, dans le vestiaire comme sur le terrain, Kylian Mbappé devra se montrer sous son meilleur jour, prévient le consultant football d'Europe, Alain Giresse. C'est lui, avec son comportement, son attitude, qui va faire qu'on l'adopte. Et c'est quelque chose qui est totalement nouveau pour lui. Je pense qu'il en a la capacité, mais il faut qu'il en prenne la mesure pour vraiment réussir son arrivée au Real. Mais Kylian Mbappé, qui parle couramment espagnol, devrait vite s'adapter à son nouvel environnement. Le nouveau madrilène ne portera pas le numéro 7 comme à Paris, mais sans doute le 9 laissé vacant par Karim Benzema, le 9 comme un certain Raymond Kopa, l'une des grandes légendes du Real Madrid. Cyril de la Morinerie et présentation officielle au stade de Santiago Bernabéu le 15 ou 16 juillet prochain. Cela dépendra en réalité du parcours de Kylian Mbappé et des Bleus à l'Euro qui débute la semaine prochaine en Allemagne. 3 semaines après son évasion, toujours pas de traces de Mohamed Amra et ses complices. 350 policiers et gendarmes sur la piste du commando responsable de la mort de 2 surveillants. La polémique enfle sur ses conditions de détention et sa surveillance à la maison d'arrêt d'Évreux. Mohamed Amra a-t-il préparé son évasion depuis sa cellule ? Il bénéficiait en tout cas d'une grande marge de manœuvre. Les relevés d'écoute téléphonique pratiqués par les policiers en attestent. Et ce matin sur Europe 1, justement, nous nous intéressons à la vie d'un détenu en cellule en France. Et vous allez l'entendre, il y a de quoi être surpris. Et on apprend que les prisonniers bénéficient d'un régime particulier. L'enfermement est la règle, mais il est rythmé par une série d'activités. On parle des détenus condamnés, pas de ceux en attente d'un jugement. Concrètement, Jean-Baptiste Marty, qu'est-il possible de faire en prison ? Alors tout d'abord, chaque détenu peut participer sur inscription à des activités proposées par l'établissement pénitentiaire. Wilfried Fonck, secrétaire national UFAP. C'est un peu comme un emploi du temps au collège, quoi. À telle heure, vous avez école et c'est réparti comme ça sur l'ensemble des jours de la semaine, sauf le week-end. À cela s'ajoutent des activités extérieures comme aller au cinéma ou au musée par groupe de 10 à 15 personnes. Ces activités sont néanmoins interdites aux prisonniers les plus dangereux en termes de peine ou de comportement. Les détenus en voie de réinsertion peuvent aussi demander une permission comme pour passer Noël en famille. Une seule obligation, revenir dans leur cellule pour la nuit. Les liens avec le monde extérieur s'étendent au système de cantine, c'est-à-dire que sur un catalogue, chaque détenu peut à ses frais commander ce qu'il veut depuis sa cellule, comme une PlayStation par exemple. Les prisonniers peuvent même recevoir des colis de leurs proches, des colis à récupérer au parloir, ce que dénonce Wilfried Fonck. Les personnels ne fouillent plus de façon systématique les détenus à la sortie du parloir et effectivement ça nous pose de gros problèmes de sécurité puisque c'est par ce biais-là notamment que peuvent pénétrer à la fois les téléphones portables et les produits stupéfiants. Il espère un durcissement de ces règles avec le projet de loi narcotrafic prévu pour fin décembre. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Il est 7h04 sur Europe 1. Le débat sur le projet de loi fin de vie à l'Assemblée nationale, il n'a pas fallu attendre longtemps pour que l'hémicycle s'enflamme. L'aide à mourir au cœur des débats, sa notion, sa définition ont achevé de semer la discorde au sein du Parlement. Le RN et les Républicains reprochent au gouvernement de cacher ses véritables intentions en jouant sur les mots. Parler d'aide à mourir plutôt que de suicide assisté ou d'euthanasie, la députée Rassemblement National Laure Lavalette dénonce un mensonge inadmissible. Quand quelqu'un s'est jeté du 4e étage parce qu'il voulait mourir, que le SAMU et les pompiers arrivent, est-ce qu'il regarde la personne en disant « on respecte sa liberté, il voulait se suicider, on ne va pas le réanimer ». La réponse est non. Et on sait très bien que quand cette personne arrive à l'hôpital, tout est fait pour la sauver alors que sa liberté était de mourir. Votre loi touche exactement à la substantifique moelle de la mission du médecin qui n'est pas de tuer mais qui est évidemment de sauver. Vous allez mettre en place une loi qui va tuer. Une loi pour tuer, dit Laure Lavalette. Le propos fait bondir la majorité présidentielle et la gauche. Réaction indignée de la députée insoumise Danielle Simonet. Madame Lavalette, vos propos sont immondes. Madame Lavalette, c'est une honte de faire croire que nous sommes ici pour mettre en place un service public du suicide, que nous banaliserions ainsi. Quand la médecine ne peut plus, à ce moment-là, garantir ce droit, c'est un devoir humaniste
de législateur que de légiférer ainsi. La députée La France Insoumise, Danielle Simonet, hier à l'Assemblée nationale, fin de l'examen de ce projet de loi fin de vie le 7 juin. Et nous sommes le 4 juin, à 2 jours de la commémoration du D-Day. Europe 1 continue de vous faire revivre le débarquement. Les 80 ans du débarquement. Nous célébrons ensemble la victoire de la paix et de la démocratie. Semaine spéciale sur Europe 1. Voilà, elle restera à jamais la première Française libérée par les Alliés en 1944. Arlette avait 4 ans à cette époque. Elle vivait à Bénouville, au-dessus du café tenu par son père. 23h16, le 5 juin 1944. Les premiers parachutistes anglais posent le pied sur le sol français. Objectif, le pont de Bénouville. Oui, le fameux Pegasus Bridge. Sa prise doit sécuriser l'avancée des troupes alliées. Après le débarquement prévu le lendemain, à 20 mètres de ce pont, il y a le café du papa d'Arlette, le café Gondré. Il sera libéré et toute la famille avec. Arlette, bien sûr, n'a rien oublié. Reportage, Sandrine Prioul. Je suis Madame Arlette. Arlette Gondré, une enfant de 4 ans, le 5 juin 1944, quand à 23h16, les troupes anglaises pénètrent dans le café de son père. Vous êtes au café Gondré, un lieu qui a vécu l'histoire. Beaucoup de personnes qui rentrent s'imaginent à l'époque où les blessés sont rentrés. Notre salle à manger était la salle d'opération. Pendant l'occupation, mon père ne voulait pas qu'on lui prenne son champagne, donc il avait fait un grand trou dans le jardin. Et quand les Britanniques sont arrivés, mon père leur a dit « Vous déterrez, c'est pour vous remercier et pour conforter les blessés qui attendaient leur tour. » Des commémorations fidèles aux détails. 80 ans plus tard, Madame Arlette sortira le champagne comme autrefois ses parents. Cérémonial pour remercier les Britanniques qui se pressent jusqu'à 4 générations comme la famille Bennett. Bien sûr, nous serons là demain soir, raconte fier et ému le petit-fils du vétéran qui vous montre des photos noir et blanc. Lady Arlette et William Bennett, décédé l'an dernier. Pour eux, j'étais la petite enfant qu'ils avaient connu et on a grandi ensemble. Derrière son comptoir d'hommage en interview, la doyenne se prête volontiers au récit, viscéralement attachée, dit-elle, à perpétuer l'histoire. Un reportage de la correspondante d'Europe 1 dans le Grand Ouest, Sandrine Prioul. Voilà, le débarquement est à revivre également avec le podcast d'Europe 1 Studio. 2e épisode de cette série au cœur de l'histoire avec Virginie Giraud, Erwin Rommel et le débarquement, les ambiguïtés du renard du désert. C'est disponible sur toutes vos plateformes de podcast. Enfin, elle revient sur scène, Véronique Sanson. Elle était au Grand Rex hier soir à Paris. Eh oui, tournée interrompue par une pneumonie rétablie. L'artiste a donc repris son tour de chant hier soir. Europe 1 y était. Reportage Camille Moreau. Je suis tellement contente de vous revoir. Debout sur scène, Véronique Sanson en veste à paillettes et pleine d'entrain. Face à elle, des spectateurs radio qui applaudissent à tout rompre. Incroyable comme d'habitude. C'est la 2e fois que je la vois et vraiment c'est une artiste, une musicienne hors pair. Pendant 1h30, l'artiste déroule son répertoire. Assise à son piano blanc, elle joue Ma Révérence, une chanson écrite en 1979. Elle n'a que 30 ans mais s'imagine déjà âgée et épuisée. Oh, je n'aurai plus le temps de trouver tout le temps du courage. Mais à 75 ans, Véronique Sanson trompe son destin. Plus vivante que jamais sur scène, elle se déhanche, enchaîne les pas de salsa au rythme des guitares et saxophones. Voyage dans le vide et dans le temps. Elle est tellement généreuse, elle donne tellement de choses que, en fait, on est très ému. Malgré les années, il y a toujours ce feu qui brûle en elle et ça l'anime, quoi. De ses anciens morceaux aux plus récents, avec Hasta Luego, Véronique Sanson célèbre 50 ans de carrière et offre à son public une fin de soirée inoubliable. Voilà, une tournée qui se poursuit bien évidemment toute cette année. Reportage Camille Moreau. Merci Christophe Lamar, c'était votre journée.